Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la trésorière, Madame et Messieurs les représentants de la gendarmerie, Messieurs les représentants des pompiers, Monsieur le principal, Monsieur le proviseur, Monsieur le représentant du culte, Mesdames et Messieurs les présidents de l'association, Mesdames et Messieurs, chers Tirossais et chers amis. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence en nombre au sein de cette salle et de cette cérémonie des vœux. C'est un moment important qui nous permet, comme vous l'avez vu, de faire une rétrospective sur l'année écoulée, mais surtout de nous projeter sur l'année à venir. Alors, je le disais, une rétrospective de l'année écoulée, une projection vers l'année à venir, voilà le plan bien formel de tout bon vous. Vous me permettrez en seconde partie de discours d'y ajouter aussi une touche politique pour évoquer la notion de vivre ensemble ou encore les choix de société qui s'offrent à nous. Alors pour commencer, afin d'oublier personne, je vais remercier l'ensemble de nos agents, l'ensemble de nos services, ainsi que l'ensemble des élus du groupe majoritaire Ensemble pour Tyrosse. Sans leur implication à tous, sans leur implication quotidienne, rien ne serait possible, rien ne verrait le jour. Je remercie également les deux groupes d'opposition qui, après force pédagogie et échanges constructifs, adhèrent à nos projets. Je les remercie aussi, selon les groupes, pour leurs propositions constructives ou leur silence approbateur durant le travail des différentes commissions municipales. Je remercie mes collègues maires ainsi que les élus communautaires pour la qualité du travail autour de nos projets communs qui visent à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens habitants des 23 communes de Max. J'associe à ces remerciements les agents des services communautaires qui, eux, sont en charge d'appliquer à la lettre nos orientations politiques. En matière de coopération intercommunale, je remercie également les différents syndicats dont nous sommes membres et qui œuvrent pour le service public de proximité. EMA pour l'eau, le SIDEC pour l'éclairage, le SITCOM pour le traitement et la valorisation de nos ordures ménagères. Je ne peux tous les citer, mais ils sont tous associés. Enfin, je n'oublie pas les liens forts qui se sont reconstruits avec le département des Landes et la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi l'Europe via le PETR à l'eau, le pays Adour, donc Landes-Océane, qui soutiennent tous nos projets, notamment les plus structurants en termes de voirie ou en termes de mobilité avec le pôle des charges multimodales, porté par Max, et évidemment la rénovation de la friche de Loc-Adidas. Pour terminer, je remercie l'État pour son soutien, et en particulier sur le projet Véloc-Adidas, via une subvention de 800 000 € du fonds vert dans son volet recyclage foncier. Excusez-moi, j'ai oublié d'excuser monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, qui devait venir, mais s'excuse au dernier moment, ainsi que monsieur le sénateur, qui, quant à lui, est à Paris, au Sénat, travail parlementaire au budget. Alors, le petit film que l'on vient de visionner est bien plus efficace qu'un long discours. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de nos réalisations, je retiendrai seulement un aménagement longtemps attendu, celui du carrefour des Arènes. Vous aurez tous pu constater que c'est une réussite en termes de fluidification et d'embellissement de l'entrée de ville. La réalisation de ce carrefour n'aurait pas pu être réalisée sans, bien évidemment, le concours de Max. Non, c'est pas tout le monde le situe. Donc, il n'aurait pas pu se réaliser sans le concours de Max, sans le service voirie de Max, bien sûr sans les services municipaux, sans non plus le concours financier du département et également le soutien de la préfecture, puisque c'est un chantier quand même d'envergure. Vous savez tous que c'est un itinéraire, un axe prioritaire pour les convois exceptionnels et le chantier a été quand même difficile à mettre en œuvre et à organiser. Ça s'est très bien passé. Je remercie aussi la société Lafitte TP qui a œuvré tout au long du chantier. Après ce projet donc, de 2023, bien évidemment nous allons continuer et donc projetons-nous sur 2024. Pour la voirie, nous continuerons par un second rond-point en bas du cimetière
sur la route de Pérorade afin de terminer la fluidification du trafic sur l'axe de la rue du Bardot. Vous connaissez tous aussi ce carrefour, il est très accidentogène, on ne sait pas comment se croiser, il y a on cédé le passage, certains ont des priorités. Donc je pense qu'il y a, les gendarmes ici présents ne vont pas me démentir, mais il y a environ un accident par mois à ce carrefour. Donc ça permettra de sécuriser et de fluidifier l'entrée de ville côté Pérorade. Donc la rue du Bardot sera aussi le lieu de grands aménagements et de gros travaux, avec donc le futur pôle d'échange multimodal, dont le premier coup de pelle sera donné en fin d'année. Vous avez vu les projections. Donc on est en fin de travail sur l'avant-projet sommaire avec la communauté de communes et le cabinet d'architectes. Normalement, en septembre ou octobre, le chantier va débuter. Enfin, après toute la phase d'étude, la réhabilitation de la friche Belloc Adidas, dont vous pouvez voir l'esquisse, débutera quant à elle en septembre. Donc, il y aura une réunion publique spécifique. On va aussi organiser une visite des lieux avant chantier pour que tous les tirossés et plus largement les habitants du territoire puissent réinvestir le lieu, se remémorer ce qu'a été ce lieu et se projeter sur le devenir du lieu et les services publics que l'on va y associer. Vous avez tous bien compris que ce sera aussi un lieu hybride, un lieu de culture. Donc, il y aura la médiathèque, il y aura une auberge de jeunesse, il y aura des locaux pour les associations, voilà, pour essayer de créer vraiment un écosystème en plein centre-ville et pour revitaliser aussi l'économie du centre-ville. On s'insère complètement dans le cadre des politiques publiques de l'État, puisque je l'ai cité avant, nous avons obtenu une subvention pour le recyclage foncier de 800 000 €. Donc l'État incite à éviter l'étalement urbain. Ça va aussi dans le cadre de la loi ZAN, zéro artificialisation nette, et donc à reconquérir les friches. Donc c'est le cas de ce projet. Je remercie à nouveau la préfecture pour son soutien. Pour continuer sur le patrimoine, en mai, après la saison rugbystique, qu'on espère la plus longue possible, viendra le tour de la rénovation du stade de la Fougère. Donc rénovation qui s'étalera sur un peu moins d'une année. Il y aura besoin d'adaptation puisque les vestiaires ne seront pas accessibles, ceux qui sont sous les tribunes. Et le stade en a grandement besoin et c'était nécessaire aussi en termes de pérennité de la structure. Dès le mois de juin, par contre, ça sera un peu plus rapide, l'ombrière photovoltaïque sera livrée sur l'aire multi-usage de Bury. Elle pourra accueillir évidemment des concours de pétanque, mais aussi des vides-greniers ou d'autres manifestations associatives. Revenons à la voirie. 2024 verra la création, avec le concours de Max, d'une piste cyclable et d'un aménagement piéton le long de la 810 entre la sortie nord de Tyros et le centre Leclerc. Aménagement on ne peut plus nécessaire pour sécuriser ces déplacements de boucle. Donc là, on ne s'imagine pas bien ce que ça peut préfigurer, mais il y aura donc un cheminement cyclistes et piétons séparés. Les piétons et les cyclistes ne seront pas sur la même voie et ils seront séparés également de la circulation pour sécuriser tout le monde le long de cette 810. Il y a énormément, pour ceux qui je pense que la plupart d'entre vous la fréquentent, il y a énormément de personnes à pied ou en vélo. Il y a peu ou pas heureusement d'accidents, mais ce sera un aménagement qui sécurisera l'ensemble de la zone et qui viendra aussi en complément des aménagements nécessaires pour le futur collège. Viendra aussi le tour du quartier des écoles d'être rénové. La séparation des réseaux eau usée, eau pluviale, ainsi que l'enfouissement des réseaux électriques est terminé. L'ensemble de la voirie et des trottoirs du quartier seront réhabilités. C'est un chantier qui dure depuis 4 ou 5 ans. Il y a peut-être quelques habitants ici du quartier des écoles, je sais qu'ils sont impatients et qu'ils ont hâte que l'ensemble du quartier soit rénové, mais bon, ça prend du temps, rénover l'ensemble d'un quartier. Ça prend du temps de travailler sur la pérennité de la voirie. On ne souhaitait pas rénover la voirie avant d'avoir terminé l'enfouissement de tout le réseau pour ne pas avoir à réouvrir ensuite les trottoirs ou les voies, ça n'aurait pas été compris. Donc, je les remercie d'avoir été patients et il viendra en faire le tour du quartier d'être rénové. Pour en finir avec cette liste non exhaustive, un investissement loin d'être anodin pour conforter notre politique de transport communautaire, le déploiement par Max d'abribus sur le réseau Yego,
Ce déploiement va se poursuivre après la pause fin 2023 des 6 premiers équipements sur la ville. Le réseau Yego, je tiens à le rappeler, aujourd'hui 100% financé par Max, est donc devenu gratuit depuis septembre dernier pour l'ensemble des usagers. Or, j'en profite aussi pour rappeler que Max n'est pas une collectivité hors sol. Max est l'émanation des 23 communes et effectivement, les conseillers communautaires municipaux participent aux décisions de Max et les conseillers communautaires municipaux ont voté à l'unanimité la gratuité de ce réseau Yego. Voilà, que les choses soient claires, parce que je sais que des bruits courent en ville, certains voudraient différencier nos politiques municipales des politiques communautaires. Elles sont liées, nous sommes dans la majorité communautaire, et nous essayons aussi de peser sur les choix de nos politiques communautaires avec l'ensemble des élus et des maires ici présents. Alors, il nous reste tous encore quelques minutes de temps de cerveau disponible. Permettez-moi d'en abuser, au détriment de ceux qui reprendront la parole par la suite. Excusez-moi Jean-Luc, excusez-moi Pierre. Pour évoquer un point plus politique. Alors, j'aimerais vous parler de deux choses, avec peut-être un petit peu de légèreté. La première, ça va être rapide. C'est un aphorisme bien connu, mais qui est peut-être lié qui est certainement lié à la seconde. C'est qu'on est toujours le compte de quelqu'un, et tant pis pour lui. Alors, je n'échappe pas à la règle. Je suis certainement le compte de certains d'entre vous, et je rajouterai, donc tant pis pour vous. Le second point, en lien avec le premier, et à mettre en parallèle. On est toujours l'étranger de quelqu'un. On est toujours l'étranger de quelqu'un. En effet, c'est un point de vue, être étranger. Vous considérez quelqu'un comme un étranger. Étranger vient de l'adjectif étrange. Étrange qui a pour synonyme singulier, étonnant, bizarre, inconnu. Un étranger est donc un inconnu, et je n'échappe pas à la règle. J'associerai aussi mes collègues élus, conseillers municipaux, maires, conseillers départementaux, présidents de la communauté de communes. Je pense qu'ils n'échappent pas à la règle. Nous sommes aussi des étrangers, pour certains d'entre vous. Tout simplement, parce que nos décisions parfois ne sont pas comprises, parce que nos fonctions éloignent, nos décisions peuvent vous paraître étrangères ou peuvent vous déranger. Un étranger est donc un inconnu, et on le sait bien, l'inconnu fait peur, inquiète, dérange. On aura donc tendance à ne pas accepter cette gêne, et donc à ne pas accepter l'inconnu, ou à vouloir son départ. Alors vous avez compris, je fais un parallèle avec la loi immigration, qui a tenu le débat en fin d'année 2023. Alors aujourd'hui, le débat sociétal, qui tient le haut de l'affiche, mais peut-être seulement le haut de l'affiche médiatique, tant il n'est pas prouvé que cela fasse partie des préoccupations prioritaires des Français, et le débat sur la loi immigration. Et donc l'accueil des migrants, ces étrangers, ces inconnus. Sans rentrer dans les détails de la loi, il est illusoire de croire qu'une loi votée freinera la volonté d'hommes, de femmes, d'enfants, de fuir la guerre, la famine, la misère. Cette loi ne sert qu'à flatter un certain point de l'opinion mal informée, ou plutôt désinformée, par des médias bollorrisés. Il y a des débats médiatiques, mais il y a des principes de réalité du terrain. On ne choisit pas de payer des milliers d'euros pour quitter son pays en s'attassant sur des canaux au risque de sa vie pour aller toucher la CAF en France. Sur le terrain, les travailleurs sociaux ne demanderont pas leur carte d'identité à des inconnus, frigorifiés sur le trottoir des grandes villes, pour ne mettre à l'abri que les bons petits Français et laisser sur le trottoir crever de froid les sans-papiers. C'est inhumain. Durant le débat sur la loi immigration, le ministre Darmanin avait eu cette formule que je partage, et c'est bien la première fois que je suis d'accord avec lui. Il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Un peu simpliste peut-être, mais cela aurait été juste, et ce n'est pas ce que propose cette loi. C'est ce qui nous manque, être juste, de la justice, mais pas seulement dans son sens punitif, mais dans un sens d'équilibre, d'égalité. Cette loi, tout comme le débat médiatique, tend à faire des amalgames, alors que tous les étrangers ne sont pas des criminels, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, tous ces inconnus ne sont pas des assistés, beaucoup travaillent et sont insérés socialement et ne posent aucun problème à la République. Pour preuve, le MEDEF a déjà alerté le gouvernement sur les risques encourus par l'économie,
suite à une pénurie de main-d'œuvre étrangère, notamment dans les métiers dits en tension, que sont le bâtiment, la restauration ou les services à la personne. Pénurie de main-d'œuvre due au déséquilibre justement de cette voie. La France doit rester solidaire et respecter la fraternité affichée sur le fronton de nos mairies. La France doit être juste et accueillir décemment et intégrer ceux qui fuient leur pays, car n'oublions pas que nous avons des responsabilités dans les dysfonctionnements démocratiques et économiques du Moyen-Orient et de l'Afrique. Mais pour être juste, la France doit aussi être répressive et ne pas transiger avec ceux qui ne respectent pas notre démocratie, ceux qui commettent des crimes ou pire des actes terroristes. Pour ce, je pense à nos forces de l'ordre, l'État doit leur donner les moyens d'accomplir leur mission, mais aussi donner les moyens à la justice afin de punir s'il le faut et reconduire s'il le faut à la frontière ceux qui n'adhèrent pas à nos valeurs républicaines et ainsi éviter les amalgames. Je ne souhaite pas m'étendre sur la loi, mais plutôt sur ce que je ressens être comme les prémices d'un danger profond, d'un changement profond de notre société qui se veut, de par son fondement solidaire et humaniste, et qui vire peu à peu à l'individualisme et à la peur. Ce débat sur l'immigration est en partie lié à la peur du déclassement social. J'entends dire ça et là que notre modèle social serait en danger si on continue à aider des immigrés. Toutes les études économiques prouvent le contraire. La majorité des immigrés travaillant et participant donc au financement de notre modèle social. Ce débat tend à confronter des précaires entre eux par simple peur de lendemain moins radieux. Voici l'article 1er de notre Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Or, nos lendemains seront effectivement moins radieux si l'on abandonne les principes d'une république sociale et égalitaire. Aujourd'hui, pour les étrangers, cet abandon de la solidarité nationale s'appliquera demain à tous si nous ne sommes pas vigilants. Et pour cela, comme pour la loi immigration, le terrain sera préparé par un matraquage médiatique ultralibéral qui prônera le démantèlement des services publics, matraquage qui finira par faire accepter ce qui se passe déjà aux États-Unis, dérégularisation de toute l'économie, de la santé, de la protection sociale, de l'éducation, en 3 mots, marche ou crève. Vous pensez peut-être que ce n'est pas possible en France, c'est une question de point de vue. Alors je le rappelle, on est tous le compte de quelqu'un, et c'est peut-être lié à ce que l'on soit tous étrangers de quelqu'un. Donc l'inconnu de quelqu'un. Si aujourd'hui l'étranger vient d'Afrique ou du Moyen-Orient, hier il venait du Portugal, ou d'Espagne et d'Italie, pour venir remplir nos usines, ou aller au fond de nos mines. Il y a peu, il venait de Pologne et était plombier, ou encore de Roumanie. Mais demain, ou même déjà aujourd'hui, l'étranger c'est notre voisin, celui qui est au chômage, et que l'on juge sans le connaître. Tu te rends compte, il pourrait aller travailler ce feignant. Votre voisine, qui est au RSA, et elle élève seule ses 3 enfants, et que l'on juge encore. L'étranger demain, c'est aussi le Bordelais, ou pire, le bobo parisien, qui vient acheter une maison à 2 millions d'euros à Hossegor, et qui télétravaille. Et pour lui, l'étranger, c'est le Landais, ce barbare alcoolique qui va avoir des corridas, et s'accoude tout l'été au comptoir à boire des ricards en écoutant des bandas qui jouent trop fort. L'étranger, c'est le chasseur, ce viandard, ou le vegan, ce bouffeur de graines. Selon de quel côté de la barrière on se place, on est tous étrangers de quelqu'un. C'est l'automobiliste ou le cycliste. C'est mon voisin de droite qui me traite de gaucho, ou le punk à chien anarchiste qui ne vote pas, pour qui l'étranger, c'est le bourgeois nanti qui voudrait voir pendu. Mais attention, l'étranger c'est aussi le retraité, pour le jeune cadre dynamique qui souhaite sortir du système de retraite par mutualisation. Pourquoi je paierai pour ces vieux qui ont tout eu? L'étranger c'est aussi le jeune, cet énergumène inconstant et immature qui selon certains n'est pas au niveau de l'ancienne génération. Les débats populistes du comptoir du café du commerce se déploient aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui essaiment, eux, sur les plateaux télé,
et qui, eux, à leur tour, contaminent l'Assemblée nationale. Et ces grands clivages manichéens sur l'immigration, ou plus largement sur les prestations sociales, ne résistent pas à la réalité du terrain. Avec le CSAS de Tyros, ou les associations sociales que je tiens à remercier, telles que la Banque Populaire, les Restos du Cœur ou le Secours catholique, nous accompagnons des Tyrossais qui subissent la précarité, qui travaillent à temps partiel ou sont au RSA, et de par la vie, ou surtout les accidents de la vie, sont éloignés de l'emploi. Il faut travailler dans le social pour toucher du doigt cette réalité du besoin d'accompagnement, pour réinsérer une personne dans un cadre propice à la reprise d'une activité salariée. Avec le CIAS de Max, nous accompagnons des personnes en perte d'autonomie pour les aider à bien vieillir tout en restant à domicile. Ce sont ces principes de solidarité qui tomberont demain si l'on y prend garde. Souhaitons-nous faire des personnes précaires et fragiles d'aujourd'hui nos étrangers de demain? Souhaitons-nous faire de notre voisin un étranger, un inconnu? Quand je vous vois tous dans vos engagements respectifs, je sais que nous travaillons déjà à faire vivre les gens ensemble, nous sommes déjà tous solidaires. Alors en 2024, luttons ensemble contre le repli sur soi, parlons-nous, dialoguons, je ne dirai pas aimons-nous, nous ne sommes pas des bisounours, il y a toujours quelques personnes que je ne pourrai jamais voir en peinture, mais du moins respectons-nous et respectons les valeurs de notre République. Au nom du Conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite une très belle année 2024.